Dans la famille Guggenheim, riche collectionneur américain, on demande Solomon. Cet amateur d'art fonde en 1937 sa propre fondation privée pour gérer une collection qui recense les plus grandes signatures de l'art moderne, comme Léger, Kandinsky ou encore Picasso. En 1959, Solomon Guggenheim crée à New York son musée, le premier d'une longue série. L'architecte s'appelle Frank Lloyd Wright, c'est le Corbusier américain. Un bâtiment en guise de signature qui va définir une stratégie d'entreprise. Une identité forte avec des positionnements précis. Aujourd'hui, la fondation Guggenheim a tout d'une marque. On a une collection inégalable, absolument sublime. On a un geste architectural très fort et puissant. On a ensuite tout ce qui est boutique et commerce. Et puis, évidemment, une grande campagne de communication à chaque fois qu'ils le font. En 1988, Thomas Krenz, à la tête de la fondation, donne un grand coup d'accélérateur. Fraîchement sorti de Yale, doté d'un MBA de management, ce jeune loup du marketing propulse la fondation dans la modernité en créant des antennes un peu partout dans le monde. Ils ont pensé que ce serait important pour une institution culturelle d'être présente dans d'autres régions du monde s'ils voulaient rester pertinents. Parce que la culture est produite et consommée dans le monde entier. C'est là où ils ont eu une idée assez maligne et qui va faire mouche et dont les musées vont s'inspirer ensuite. C'est l'idée de vendre son nom. Donc, on achète une marque. Les Guggenheim poussent alors comme des champignons. Venise, Berlin et il y a 15 ans, Bilbao. Avec près d'1 million de visiteurs par an, l'antenne espagnole est le plus gros succès de la fondation. À l'époque, le gouvernement basque a déboursé pas moins de 13 millions d'euros rien que pour le nom Guggenheim. On s'implante dans un pays, on se débrouille pour que les institutions sur place, locales, financent ce projet. On loue ses œuvres, donc ça représente une rentrée d'argent non négligeable et en termes de communication, évidemment, c'est que du bénéfice. Bilbao était confronté à un grand nombre de défis à cette époque. Et ils voulaient renforcer l'importance du secteur culturel ici à Bilbao. L'implantation du musée Guggenheim a complètement relancé cette région sidérurgique sinistrée. Une franchise mi-privée, mi-publique. En 1997, c'est un modèle économique encore inédit. Je me rappelle par exemple, lorsque nous avons ouvert ce musée il y a 15 ans, nous avions toujours dit que nous ferions payer les entrées. À cette époque, c'était très étrange en Espagne, où tous les musées étaient gratuits. Et ça avait suscité un petit scandale. Mais nous avions toujours dit que nous avions besoin de diversifier les moyens de générer des recettes. La fondation Guggenheim, un modèle culturel et économique qui marche? Oui, mais jusqu'à quel point? En 2001, la fondation n'hésite pas à ouvrir un musée à Las Vegas. On n'était plus du tout dans l'ouverture d'un musée avec une vraie vocation scientifique, de transmission des savoirs. On s'est retrouvé avec le projet d'un Guggenheim à Las Vegas qui a démarré avec une exposition sur les motos. Ça a fermé 1 an et 3 mois après son ouverture. D'autres tentatives ont avorté à Rio, Tokyo et dernièrement Helsinki où le projet estimé à 140 millions d'euros a été rejeté par la ville, trop cher. Aucun problème, la fondation ouvrira tout de même son Guggenheim à Abu Dhabi en 2013, tandis que son modèle économique est repris par les plus grandes institutions. À Abu Dhabi toujours, l'implantation du Louvre va rapporter près d'1 milliard d'euros à la France, dont plus d'1 tiers est issu de la seule vente du nom.